Cet entretien de la Fondation Jean Jaurès porte sur le mémoire de Master 2 de Mélanie Fabre, mémoire qui a reçu le prix de la Fondation Jean Jaurès en 2017. Alors, il se trouve que j'ai dirigé ce mémoire, je suis très très fier, et au fond, ma rencontre avec Mélanie Fabre a commencé en 2016 lorsqu'elle a souhaité effectivement travailler sur la République, sur le Troisième République, puisqu'elle avait été initiée à ce grand terrain par le programme du CAPES d'agrégation. Et on peut se féliciter effectivement que les programmes des concours suscitent comme ça de la recherche. On a réfléchi et c'est vrai qu'il y avait toujours un personnage qui m'intéressait particulièrement et qui pouvait convenir effectivement au centre d'intérêt de Mélanie, c'est-à-dire notamment les femmes, le socialisme, l'internationalisme, c'est Dick May. Dick May, c'est une énigme parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment qui elle est. Et donc j'ai suggéré à Mélanie de travailler pour son mémoire de Master 2 sur Dick May, mais bien sûr dans la perspective d'une thèse. Et comment ça s'est fait alors cette rencontre avec Dick May? Tout d'abord, je ne connaissais pas du tout Dick May avant que vous m'en parliez. Pourtant, j'avais travaillé un petit peu sur cette période pour l'agrégation. Et je me suis penchée un peu sur ce personnage. J'ai vu des choses contradictoires dans l'historiographie parce qu'il y a toujours quelques erreurs. Il y avait des erreurs sur elle de la part de ses contemporains déjà, puisque son pseudonyme cache un petit peu sa personnalité. Il y a même des articles qui sont publiés par elle à la fin du 19e siècle dans lesquels elle se désigne au masculin, où elle accorde les participes passés au masculin. Donc beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas, même à son époque, la prennent pour un homme. Il y a beaucoup d'historiens qui la... C'est compliqué, Dick May, c'est pas son vrai nom. Dick May, c'est son pseudonyme. Son vrai nom, c'est Jeanne Veil, W-E-I-2-L, qui marque en fait son origine juive, puisque c'est la fille d'un grand rabbin. Et elle renie un petit peu ses origines de bourgeoise et ses origines juives. Et elle choisit un pseudonyme qui reste un petit peu énigmatique. Donc j'ai essayé d'émettre quelques hypothèses pour comprendre d'où il vient, mais c'est vrai que ça cache à la fois son identité de genre, ça cache aussi son identité nationale, puisque donc certaines personnes la prennent pour une américaine, et évidemment ça contribue au mystère qui l'entoure. Alors en plus, elle est liée quand même aussi à la première historiographie de la République, puisqu'elle est la sœur d'un des grands historiens de la République, du républicanisme, qui est Georges Weah. Oui, en effet, elle fonde en fait plusieurs institutions d'enseignement supérieur auxquelles participe son frère, Georges Weah. En fait, elle a deux frères et une sœur. Il se trouve que ces deux frères ont fait des études, puisque l'un est avocat, l'autre devient historien, et elle est la seule à ne pas en avoir fait. Et d'après certains passages de sa correspondance, il semble qu'en fait, ce soit son statut de femme qui l'ait empêchée de mener des études, son père se refusant à la laisser s'inscrire dans des facultés. Et donc, elle profite en fait des talents de son frère, donc qui est historien, qui est républicain, qui est spécialiste du saint-simonisme et qui semble, comme elle, avoir eu un parcours d'un monde un peu bourgeois vers le socialisme et vers la libre pensée, puisqu'il semble que lui non plus ne soit plus juif pratiquant dans son à l'âge adulte. On va voir avec vous donc ces combats de Dick May, comment est-ce qu'elle comment elle s'inscrit dans les avant-gardes et comment est-ce qu'elle les porte. Mais on a bien vu déjà votre goût de l'enquête sur Dick May, parce que voilà, il y a une énigme autour de Dick May. Et donc, votre mémoire, néanmoins, se dirigeant vers une thèse, a connu une sorte de réorientation, puisque justement vous avez découvert une chercheuse qui travaille également sur Dick May. Donc racontez-nous un petit peu comment effectivement vous êtes venu à repenser votre sujet de thèse. Du reste, votre sujet de thèse, vous l'avez présenté lors d'une après-midi consacrée donc, à Mélène Reberiou, qui avait été soutenue par la Fondation Jean Jaurès. On trouve effectivement toutes les vidéos sur le net. C'était la journée du 31 mai 2017. Vous avez exposé votre sujet de thèse. Votre sujet de thèse, il n'est plus sur Dick May. Enfin, il est en partie sur Dick May, puisqu'il est sur les femmes pédagogues de la Troisième République. Donc c'est un sujet qui s'est beaucoup élargi, mais donc vous n'êtes plus, votre thèse ne porte plus sur Dick May. Donc alors votre mémoire a porté sur Dick May, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, quand je me suis lancée dans ce mémoire sur Dick May, la première chose que j'ai cherchée, c'est des archives privées. Et il se trouve qu'il n'y a pas d'archives, en tout cas, que je n'ai pas trouvé d'archives privées sur Dick May. Donc les lettres qu'elle-même a reçues ou les documents qu'elle aurait pu écrire ne nous sont pas accessibles. Donc j'ai quand même essayé après de réfléchir à ce qu'on pouvait faire sans ces archives privées. Donc j'ai cherché un petit peu dans d'autres fonds d'archives. Et puis en faisant ce travail, je me suis rendu compte que Sarah Almatari, qui est spécialiste de littérature, travaillait elle aussi sur Dick May et qu'elle cherchait, d'après ce que j'en sais, à éditer ses correspondances.
Et par conséquent, j'ai décidé d'élargir un petit peu mon travail de recherche pour une thèse donc, qui porte en fait sur des femmes engagées pour la République à travers les questions d'éducation. Et il se trouve d'ailleurs que DICME est parfois assez central dans ces réseaux. En ce qui concerne mon mémoire, j'ai décidé quand même de continuer à travailler sur DICME parce que j'avais trouvé pas mal de choses qui me semblaient intéressantes, mais j'ai réorienté mon travail sur l'école de journalisme qu'elle fonde en pleine affaire Dreyfus en 1899. Et évidemment, le contexte politique n'est pas du tout anodin dans cette fondation. Et je me suis intéressée au lien entre cette école de journalisme et le dreyfusisme en général. Alors, on va revenir sur l'école de journalisme parce que c'est effectivement une création extrêmement originale, moderne, à la jonction finalement des femmes, du socialisme et de la modernité de la société. Néanmoins, vous aviez le choix effectivement, parce que en quelques mois, vous aviez quand même vu beaucoup de choses sur DICME, moi je l'ai constaté, vous aviez le choix finalement entre plusieurs institutions, peut-être plusieurs moments de la vie de DICME que vous auriez pu exploiter dans le cadre de ce mémoire de master. Alors, il me semble qu'en fait, l'école de journalisme, c'était intéressant parce que c'est une nouveauté radicale dans le paysage universitaire français. Il n'y a pas eu d'école de journalisme, il y a eu quelques tentatives, mais grosso modo, il n'y a pas eu d'école de journalisme. Même à l'échelle européenne, c'est quelque chose de totalement balbutiant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette école existe toujours, sous le nom d'École supérieure de journalisme, qui se trouve à Paris. Donc, en fait, c'est l'institution qui a connu la plus grande pérennité, alors même que sa fondation a donné lieu à beaucoup de controverses, où une grande partie de la presse a considéré que le journalisme ne s'apprenait pas, qu'on naissait journaliste et qu'on ne le devenait pas. D'autant plus que l'école de DICME était ouverte aux femmes, qu'elle accueillait un certain nombre de socialistes, d'hommes qui n'étaient pas forcément bien vus par les médias à cette époque-là. Donc il y a une certaine polémique qui est intéressante, une controverse qui est intéressante à analyser. Il y a la pérennité de cette école de journalisme, la nouveauté radicale dans le paysage universitaire, et puis aussi, ce que je pense très intéressant dans le parcours de DICME, l'utilisation de l'enseignement libre, parce qu'on n'est pas à la Sorbonne, on est en dehors des institutions d'État et on voit en fait une personnalité qui n'est pas diplômée, qui est autodidacte, user de la liberté d'enseignement pour fonder quelque chose qui doit servir de guide à l'enseignement d'État. Oui, l'enseignement libre, ça rappelle beaucoup aussi ce que réalise Mathilde Salomon avec le Collège Séminaire. Tout à fait. Et du reste, Mathilde qui Salomon, fait partie du comité voilà. d'une des écoles qu'elle fonde, qui est l'école de morale, qui est associée à l'école de journalisme. Voilà. Et donc, au fond, Mathilde Salomon, DICME seront effectivement les figures que vous allez analyser dans votre thèse. Oui. Bon, mais si on revient sur l'école de journalisme de DICME, en quoi est-ce qu'elle s'inscrit effectivement dans l'élan dreyfusiste? Alors tout d'abord, DICME constate que la société française vit d'après elle une crise morale à laquelle participent grandement les journaux, puisque évidemment l'affaire Dreyfus, c'est un déferlement antisémite, c'est une affaire qui est en très grande partie construite par la presse, et donc elle considère qu'il faut une formation morale, une formation déontologique et une formation technique pour toutes les personnes qui se destinent au journalisme. C'est aussi une initiative qui s'inscrit dans le socialisme d'éducation, puisque en fait toutes les personnes qui veulent y entrer y sont bienvenues, diplômées ou non diplômées. Le but étant aussi de permettre d'ouvrir de nouvelles carrières à des personnes qui sont extérieures à ce monde-là et qui n'ont pas le privilège d'éducation dont peuvent bénéficier les bourgeois. Et puis elle mobilise aussi beaucoup de professeurs. En effet, notamment, on peut citer Émile Duclos, qui est le président de l'école des hautes études sociales dans laquelle se développe l'école de journalisme. On voit aussi Eugène Fournière, on voit Alfred Croiset, avec qui il semble qu'elle aurait entretenu une assez longue liaison. Donc évidemment, oui, il y a énormément il y a Anatole France aussi qui intervient, tous les grands dreyfusards interviennent à l'école. Alors, on est à la Fondation Jean Jaurès, donc c'est vrai que la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que finalement l'humanité a profité, je veux dire, de cette professionnalisation du métier de journaliste Alors, la difficulté que j'aurais pour répondre à la question, c'est que les archives propres à l'école de journalisme ont disparu lors d'un des déménagements de l'école. Donc, il est difficile de suivre le parcours des élèves de l'école de journalisme et de voir à quels journaux ils ont pu participer ensuite. Par contre, sur les liens de DICME et Jaurès, on a quelques indices dans sa correspondance qui nous renseignent sur le fait que DICME était un petit peu sceptique face aux facilités oratoires de Jaurès,
à sa qualité de grand orateur. Elle l'a invité plusieurs fois néanmoins à l'école. Je sais qu'elle l'a invité au congrès de l'enseignement social qu'elle organise en 1900 et il intervient à l'école des hautes études sociales sur la paix. Enfin, il est prévu qu'il intervienne à l'automne 1914. Malheureusement, il est déjà mort lorsque les cours se mettent en place et puis l'irruption du premier conflit mondial l'empêche de participer. C'est vrai que les travaux sur Jaurès, journaliste, montrent aussi que Jaurès était un grand professionnel de la presse quotidienne, de l'imprimerie. Donc il maîtrisait effectivement tous ces éléments. Et puis c'est vrai que l'humanité visait effectivement à informer ses lecteurs avec une précision, avec des reportages. Donc on a considéré que l'humanité était aussi un lieu de la formation populaire. Et du reste, qui a peut-être aussi parfois découragé certains ouvriers de lire l'humanité parce qu'il y avait un aspect trop sérieux, effectivement, un peu comme dans les universités populaires, mais on a là une vraie modernité de ce point de vue-là. Alors, sans trahir du tout les secrets du prix Jean Jaurès, je ne suis pas membre du jury du prix de la Fondation Jean Jaurès, mais Thierry Mérel, qui dirige le département d'histoire de cette fondation, nous a dit effectivement que le jury avait été quand même frappé, impressionné par ce mémoire qui allait au-delà quand même de l'école de journalisme et qui permettait finalement de découvrir cette énigme d'Ickmey. Donc comment est-ce que vous envisagez le livre donc, qui va sortir de ce mémoire, hein, un livre qui va être publié aux presses universitaires de Rennes, au PUR, hein, comme tous les mémoires donc, qui sont primés par la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que finalement vous allez uniquement rester sur l'école de journalisme, mais est-ce que vous allez finalement chercher à nous donner un aperçu plus net des avant-gardes peut-être de Dickmey? En fait, mon entrée en travaillant sur l'école de journalisme, je me suis rendu compte que ce qui importait à Dickmey, c'était la notion du journal comme instituteur populaire. Et en fait, c'est absolument constant dans son travail l'idée qu'il faut instruire le peuple, qu'il faut permettre d'élargir l'éducation et comme Jaurès dans l'Humanité, essayer de tenter une vulgarisation en fait d'un savoir qui est un petit peu réservé jusqu'alors à une bourgeoisie. Donc, dans le livre sur lequel je suis en train de travailler, j'aimerais travailler justement sur toutes ces avant-gardes liées à l'éducation dans lesquelles Dickmey s'investit, puisqu'elle apparaît d'abord dans le musée social dans les années 1890. Ensuite, elle fonde le Collège libre des sciences sociales, puisqu'elle trouve que le musée social n'est pas assez ouvert sur les questions d'enseignement et de vulgarisation. Puis, au moment de l'affaire Dreyfus, elle fonde une nouvelle école, l'école des hautes études sociales, qui est très active jusqu'à la Première Guerre mondiale. On la voit ensuite fonder une œuvre de guerre, qui se veut une œuvre de tolérance et une œuvre d'instruction qui est l'orphelinat des armées. Ensuite, elle s'inscrit dans une logique de pacifisme en fondant une nouvelle institution qui est l'Union latine. Et en fait, je pense qu'il y a une expression que j'ai lue dans la revue Morale, je crois, qui date de 1900, dans laquelle on parle de Dickmey qui a une âme de fondateur d'empire. Et je crois que c'est vraiment ça, elle a un dynamisme, c'est la revue de Morale sociale, pardon, je m'étais trompée, elle a un dynamisme qui la lance dans les avant-gardes, aussi dans le mouvement des universités populaires, elle a toujours plusieurs cordes à son arc et un dynamisme qui est très étonnant pour une femme en fait qui n'est qu'une femme, qui n'est pas diplômée, qui est autodidacte et qui profite quand même d'un réseau qui est exceptionnel pour une personne de son époque. Donc finalement, l'esquisse biographique que vous allez présenter, elle va ouvrir un certain elle va dessiner un certain nombre de visages de Dickmey, non pas en la suivant dans sa biographie personnelle, mais en regardant ses créations. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut difficilement, je pense, suivre sa biographie personnelle à cause du manque de sources et notamment d'archives privées. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans sa vie, mais sa correspondance avec de grands hommes nous renseigne quand même beaucoup sur sa philosophie. Et donc l'idée, ce serait de s'interroger sur la place d'une intellectuelle au féminin dans ces réseaux qui restent quand même un peu un sanctuaire masculin au tournant du 19e et du 20e siècle. Et le fait finalement que les femmes se soient peu admises dans un certain nombre finalement de créations classiques l'amène à investir justement ces avant-gardes et donc de développer un engagement extrêmement original et très réussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous.